Cette nuit-là, illuminé par 1000 lumières de Noël, un homme puissant fit son entrée dans un hôtel particulier de Paris, rempli d'invités qui riaient, trinquaient et feignaient un bonheur impeccable. Son nom était Alexandre Valmont, le genre d'homme persuadé que le monde tournait exclusivement pour satisfaire ses désirs. Personne, parmi ces murs ornés de boiseries dorées, n'imaginait qu'au milieu des coupes de champagne millésimées et de la douce musique festive, quelque chose était sur le point de briser l'équilibre parfait de cette soirée mondaine. « Messieurs, au succès !» Alexandre leva sa coupe avec un sourire empreint d'assurance. La foule applaudit et les flashs des photographes capturèrent l'éclat du millionnaire que tout Paris admirait. Mais derrière ce regard victorieux se cachait un passé qu'Alexandre croyait avoir enterré sous des couches d'ambition. Un secret qui respirait, qui avait grandi dans le silence et qui, à présent, marchait vers cette même résidence, déguisé sous l'innocence désarmante d'un enfant. Dehors, dans le froid piquant de décembre, une femme observait à travers les grandes baies vitrées. Le vent glacial ébouriffait ses cheveux châtains et un instant, ses yeux humides reflétèrent les lumières colorées du grand sapin décoré dans la cour d'honneur. Elle hésita avant de s'approcher de l'entrée. 5 ans s'étaient écoulés, mais chaque seconde de cet abandon pulsait encore en elle, comme une blessure fraîche. Sophie n'avait jamais oublié le jour où elle avait été laissée le cœur en miettes, et avec une vie qui naissait en son sein. À l'intérieur, les rires résonnaient sous les hauts plafonds. Alexandre, entouré d'applaudissements et d'admiration, exhibait une montre hors de prix et discutait d'affaires millionnaires avec nonchalance. Tout en lui transpirait l'orgueil et le pouvoir. Jusqu'à ce que la lourde porte en chêne s'ouvre. Un son léger, presque timide, coupa le brouhaha mondain, le son délicat de petits pas avançant sur le sol en marbre précieux. Un enfant entra. Il serrait entre ses mains un petit paquet enveloppé dans du papier simple, froissé, fermé par un nœud rouge, décidément de travers. Il marchait avec une confiance innée, sans percevoir le désarroi silencieux qui s'abattait sur les invités en tenue de soirée. Il s'arrêta juste devant Alexandre et avec un sourire doux et désarmant, tendit le cadeau vers le haut. Le silence se répandit dans la salle comme une déchirure soudaine dans la musique. Alexandre baissa les yeux sur l'enfant et, pour un instant qui parut éternel, oublia de respirer. Ce regard, ces mêmes yeux profonds qu'il voyait reflétés dans le miroir chaque matin. Le temps sembla se figer. La coupe de vin fut oubliée en l'air et le sourire mourut sur les lèvres de tous les présents. « Joyeux Noël, monsieur. Maman a dit que Noël est le moment pour pardonner. » L'écho de ces paroles traversa le salon comme une flèche invisible, transperçant l'air vicié par la vanité. Alexandre sentit le poids écrasant de quelque chose qu'aucune fortune ne pouvait acheter, le passé revenant réclamer sa dette. Et à cet instant précis, il eut la certitude absolue. Cette nuit allait tout changer. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, nous racontons des histoires réelles et émouvantes qui touchent le cœur et prouvent une vérité universelle. Le bien et l'amour finissent toujours par triompher. Sophie avait toujours cru que l'amour vrai suffisait. Avant que le monde ne lui prouve cruellement le contraire, elle était cette femme qui souriait au lever du soleil, qui faisait des projets simples et rêvait d'un foyer bâti sur l'affection et non sur le luxe effréné. Elle travaillait comme professeure de musique pour enfants, et c'était dans ses petites voix fausses et les rires spontanés de ses élèves qu'elle trouvait le sens de la vie. Ce fut lors d'un gala de charité qu'elle rencontra Alexandre, un jeune entrepreneur déjà auréolé de pouvoir et de promesses étincelantes. Il parlait avec trop d'assurance, certes, mais il avait un regard qui, à cette époque lointaine, semblait sincère. Les premiers mois, Sophie crut vivre un conte de fées moderne au cœur de Paris. Alexandre était l'homme que tous enviaient, charmant, charismatique et généreux. Il la faisait se sentir en sécurité, comme si elle avait enfin trouvé un port d'attache. Mais peu à peu, les gestes de tendresse commencèrent à se raréfier, remplacés par des engagements impératifs, des réunions interminables, des voyages d'affaires et de longs silences.
Sophie essayait de comprendre, s'efforçant de croire que ce n'était que le poids des responsabilités. Au fond de son cœur, elle attendait encore que l'homme qui l'avait enchantée revienne vers elle. Lorsqu'elle découvrit sa grossesse, le monde sembla s'arrêter. Elle se souvenait encore vivement de l'expression de surprise sur le visage d'Alexandre, les yeux écarquillés, les mains tremblant légèrement en tenant le test. Un instant, elle rêva de l'étreinte, des mots de joie qui ne vinrent jamais. Le silence glacial de ce jour-là fut le prélude à la solitude la plus longue qu'elle ait jamais vécue. Alexandre s'éloigna graduellement, inventant des excuses, repoussant les conversations, jusqu'au moment où, simplement, il ne revint plus. Sophie pleura seule dans son petit appartement, mais pas par faiblesse. Elle pleura par amour, pour la perte, et surtout pour la douloureuse compréhension que le cœur humain peut changer de cap sans aucun préavis. Lorsqu'elle décida enfin d'aller de l'avant, elle portait en elle ce qui restait de cet amour naufragé. Un garçon, nommé Léo. Il devint sa force motrice, sa raison de ne pas abandonner. Sophie jura à elle-même qu'il ne sentirait jamais le poids glacial de l'abandon. Les années suivantes furent une succession de luttes silencieuses et dignes. Elle travaillait dans 3 écoles différentes, donnait des cours particuliers jusqu'à tard le soir et trouvait encore le temps de peindre des jouets en bois avec son fils. Les factures s'accumulaient, les vieux vêtements étaient raccommodés avec soin et Noël n'était souvent qu'un dîner simple avec du pain, un gâteau fait maison et des bougies recyclées. Mais dans chaque petit geste quotidien, Sophie enseignait à son fils la leçon qu'elle avait apprise à la dure. La dignité ne s'achète pas au marché et l'amour ne s'implore jamais. Malgré les cicatrices invisibles, il y avait une lumière chaleureuse dans sa façon de vivre. Elle ne s'était pas laissée endurcir par les épreuves. Lorsqu'elle entendait d'autres femmes se plaindre de la vie, elle souriait doucement et disait « On peut toujours recommencer à zéro ». Et elle recommençait chaque jour, même épuisée, à la recherche d'une paix qui ne dépendait de personne d'autre. Pourtant, dans les nuits silencieuses, quand Léo dormait déjà paisiblement, Sophie se permettait de penser à Alexandre. Non avec haine, mais avec une curiosité mélancolique. Qu'était devenu cet homme qui un jour lui avait promis le monde pour ensuite partir avant de le lui offrir? Parfois, elle imaginait s'il regrettait, si quelques souvenirs le poursuivaient encore dans son sommeil. D'autres fois, elle souhaitait simplement ne plus penser à lui. 5 ans plus tard, lorsqu'elle reçut l'invitation pour un gala de Noël caritatif, elle hésita longuement. C'était le même cercle social d'Alexandre, les mêmes personnes qui un jour l'avaient regardé de haut ou ignoré. Mais quelque chose en elle, une voix instinctive, lui disait qu'elle devait y aller, non pour revivre le passé, mais pour se prouver à elle-même que ce passé ne la définissait plus. Ce soir-là, devant le miroir, elle arrangea ses cheveux avec des mains légèrement tremblantes. Elle remarqua de nouvelles lignes fines sur son visage, marque du temps et de la fatigue, mais elle vit aussi une sérénité qu'elle n'avait jamais possédée auparavant. Elle regarda son fils et sourit. Léo portait une petite chemise blanche, repassée avec soin, et un petit nœud papillon rouge. « Tu es magnifique, mon amour », murmura-t-elle. Et quand il répondit avec enthousiasme, « On y va, maman ?» Sophie comprit, elle n'allait pas à cette fête pour retrouver un amour perdu, mais pour vivre le destin qu'elle avait enfin décidé d'affronter. Quelque chose en elle, silencieux et ferme comme un roc, lui disait que sa vie était sur le point de changer, et cette fois, ce serait par son propre choix. Depuis la naissance de Léo, le plus grand désir de Sophie avait été de garantir à son fils une vie qui ne reflèterait pas les absences qu'elle avait dû supporter. Pour elle, l'amour suffisait. Mais elle avait appris à ses dépens que le monde n'est pas toujours juste avec ceux qui croient en cette vérité. Voir grandir son fils en bonne santé, heureux et honnête, était plus qu'un rêve. C'était une mission silencieuse, le but sacré qui guidait chaque pas de ses journées exténuantes. Chaque matin, quand Léo se réveillait avec ce sourire inévitable, ce petit visage lui rappelait qu'il existait quelque chose de plus grand que les blessures et les regrets. Sophie travaillait doublement non par ambition personnelle,
mais pour prouver à l'enfant que la dignité pouvait fleurir même sur les terres arides du rejet. Elle l'éduquait à aimer les petites choses, l'odeur du pain sortant du four, le bruit de la pluie battant contre les carreaux, l'étreinte chaude avant de dormir. Mais derrière ces gestes tendres couvait une inquiétude. Sophie voulait que son fils grandisse en sachant qui il était, même si cela devait lui coûter de revivre des douleurs anciennes. Elle avait peur qu'un jour, Léo demande après son père, et elle savait que, inévitablement, ce jour arriverait. Comment explique-t-on à un garçon curieux que son père l'a laissé avant même de voir la couleur de ses yeux? Comment transforme-t-on cette absence encombrante en quelque chose qui ne ronge pas le cœur de l'enfant? Une nuit, pendant que Léo dormait, Sophie trouva une vieille enveloppe conservée au fond d'un tiroir. À l'intérieur se trouvait la seule photo d'elle avec Alexandre, prise lors d'un événement de gala en des temps heureux. Les deux souriaient, avec la conviction aveugle de ceux qui croient avoir le contrôle sur le destin. Sophie observa longuement ce passé emprisonné sur le papier glacé. « Un jour, il voudra savoir », murmura-t-elle, faisant glisser ses doigts sur le visage de l'homme sur la photo. La douleur était froide, mais sa décision était ferme. Léo aurait le droit de connaître son histoire, même si son père n'avait jamais voulu en faire partie. Son grand désir, pourtant, n'était pas la vengeance. Elle ne voulait pas confronter Alexandre pour lui hurler dessus ou rouvrir de vieilles plaies. Elle voulait seulement que son fils vive sans l'ombre des choix erronés des adultes, qu'il se sente aimé, entier et sûr de lui, même en grandissant avec un seul parent. Parfois, elle imaginait Léo adulte, capable de réaliser ce qu'elle n'avait pas pu faire, un homme généreux qui ne tournerait jamais le dos à ceux qui l'aimaient. Dans son intimité, elle gardait aussi un rêve plus secret, construire quelque chose à elle, un petit atelier où elle pourrait enseigner la musique et l'art aux enfants moins fortunés. Elle voulait rendre au monde ce qu'elle avait failli perdre, l'espoir. Elle pensait que si elle pouvait changer la réalité d'autres enfants, peut-être que l'univers donnerait un nouveau sens à l'enfance de son propre fils. Ce fut cet idéal qui la maintint debout, même les jours de plus grande fatigue. Quand le loyer était en retard et que l'argent suffisait à peine pour l'essentiel, elle se rappelait Léo courant dans les couloirs de l'école maternelle, riant avec une liberté totale. Ce rire valait plus que n'importe quel confort matériel. L'amour de son fils lui rendait la foi. Dans les moments de silence, alors qu'elle cousait des vêtements pour les voisins afin de gagner un peu plus, Sophie rêvait les yeux ouverts. Elle imaginait le jour où elle pourrait regarder en arrière et se dire « J'ai réussi, il n'a jamais eu à vivre ce que j'ai vécu ». Cette pensée était son carburant. Même sous le poids du souvenir amer de l'abandon, elle poursuivait sa route. Pas par orgueil, mais par amour pur. Son désir n'était pas grandiose aux yeux du monde, mais il était pur comme le cristal. Le genre de rêve qui transforme le quotidien en un acte de résistance. Derrière chaque choix, il y avait une promesse silencieuse faite à un enfant, celle qu'il grandirait entouré d'amour, même si son père n'était pas là pour le prouver. Mais le chemin de Sophie ne serait pas facile. Le destin semblait vouloir tester chaque jour sa détermination. Lorsque l'école privée où elle enseignait réduisit ses coûts et licencia la moitié du personnel, elle se retrouva soudainement sans emploi fixe. Elle passa des semaines à chercher du travail, traînant son fils à travers la ville dans des bus bondés, essayant de masquer son désespoir par des sourires forcés. Léo, curieux et sensible comme une éponge, percevait le poids dans les yeux de sa mère, même sans en comprendre les détails. « Ça va aller, n'est-ce pas, maman ?» demanda-t-il un soir. Sophie l'étreignit trop fort, comme si le contact physique pouvait le protéger de la peur qu'elle-même tentait d'expulser de sa poitrine. Les économies fondirent, les dettes s'accrurent. Sophie vendit le piano hérité de sa grand-mère, ce même instrument avec lequel elle enseignait la musique aux enfants du quartier. Ce fut comme perdre un morceau de sa propre âme, mais elle le fit sans se plaindre. Elle devait choisir entre le souvenir de la beauté et la survie quotidienne, et elle choisit la seconde, par amour. Pourtant, en le voyant chargé par deux inconnus, une larme solitaire raya son visage. Cette nuit-là, elle se promit. Un jour, elle en achèterait un autre par ses propres efforts, même si cela devait prendre des années.
Les gens autour jugeaient en silence. De vieilles connaissances murmuraient qu'elle avait été trop naïve, que personne n'abandonne quelqu'un sans une raison valable. Chaque commentaire était un coup de poignard invisible. Mais Sophie apprit à transformer les blessures en force motrice. Au lieu de se cacher, elle commença à donner de petites leçons particulières dans le quartier populaire. Sa réputation grandit, et avec elle, l'envie. Certains parents riches refusaient de payer le prix juste pour ces leçons. Vous comprenez, mademoiselle, au fond, ce n'est pas une vraie école. Malgré tout, elle ne baissa jamais la tête. L'obstacle, cependant, n'était pas seulement la pauvreté ou le préjugé social. Il y avait quelque chose de plus profond. Le souvenir constant d'Alexandre, qui ressurgissait face à n'importe quel geste évoquant le passé. Un panneau publicitaire avec son visage annonçant une nouvelle entreprise immobilière. Un reportage au journal télévisé. Une interview dans un magazine sur papier glacé où il parlait de valeurs familiales, comme s'il n'en avait jamais détruit une. Chaque apparition le transformait d'une mémoire effacée en une plaie ouverte. Le temps passait, mais l'obstacle à sa paix intérieure grandissait avec lui. Sophie commença à se demander si un jour elle réussirait vraiment à tourner la page. L'amour qu'elle avait jadis ressenti pour Alexandre s'était transformé en quelque chose d'indéfini. Ni colère, ni nostalgie, juste une douleur calme qui attendait une clôture. Lorsque l'invitation pour la fête de Noël arriva, elle crut à une erreur. L'enveloppe dorée, le blason en relief, le nom de l'entreprise d'Alexandre imprimé avec fierté. C'était un événement de bienfaisance, mais il portait le même éclat superficiel de toujours. Elle pensa déchirer le papier, l'oublier, feindre de ne pas l'avoir vu. Mais il y avait quelque chose au fond de ce message, peut-être de l'orgueil, peut-être une once de courage inattendu, qui la poussa à conserver l'invitation. Les jours suivants, cette décision devint un tourment. Y aller signifiait risquer de tout revivre. Ne pas y aller signifiait rester prisonnière de la peur. Sophie s'allongea près de Léo un soir et observa l'enfant qui dormait. Il portait un pyjama avec des dessins d'étoiles et serrait un petit dessin de Noël fait à l'école. Une famille se tenant la main sous un arbre illuminé. Son cœur se serra. L'enfant avait dessiné un homme, une femme et un enfant. « C'est papa ?» avait-elle demandé le lendemain. Léo avait juste souri et répondu « C'est quelqu'un qui doit encore arriver ». Ces mots résonnèrent en elle. Peut-être que le destin attendait simplement le bon moment pour boucler la boucle. Peut-être était-il temps de tout affronter, de regarder dans les yeux ce qui l'avait blessé et d'avancer avec peur, avec douleur, mais avec vérité. L'obstacle n'était plus seulement le passé ou la misère. C'était la peur de s'autoriser à recommencer. Pourtant, en entendant le rire de son fils jouant avec un petit traîneau jouet, elle comprit ce qu'elle devait faire. Sophie enfilerait sa plus belle robe, marchant la tête haute, non pour chercher le pardon ni la vengeance, mais pour se prouver qu'aucune douleur n'est éternelle. La musique de Noël jouait doucement, mêlée au tintement des verres et au rire forcé. Le salon était immense, éclairé par des chandeliers dorés et dominé par un sapin de Noël qui semblait toucher les moulures du plafond. Sophie prit une profonde inspiration avant de franchir les portes principales. Son cœur battait la chamade, non de peur, mais de quelque chose de plus intense, un mélange d'anxiété et de dignité blessée. Léo marchait à ses côtés, serrant la petite boîte enveloppée de papier rouge. C'était un cadeau simple fait par lui, un pantin de bois avec un cœur dessiné à la main au feutre. Le portier en livrée hésita un instant avant de permettre l'entrée. Sophie remarqua le regard appuyé de l'homme sur sa robe simple, sur ses chaussures un peu usées, sur le paquet bon marché. Pourtant, elle sourit et entra, consciente de chaque regard qui se tournait vers eux. Le parfum coûteux des fragrances de niche et des grands vins l'entourait, mais Sophie maintenait le menton haut. Elle traversa le couloir central, où le son des voix diminuait à son passage. Les gens l'observaient, comme si une erreur du système venait d'envahir la scène parfaite. Alexandre se trouvait près de l'estrade, entouré d'investisseurs et de politiques locaux. Le costume sur mesure bleu nuit, la montre suisse, le sourire répété,
Tout en lui était apparence. Lorsqu'il la vit, pour un instant, le temps sembla vaciller. Mais cet homme qu'un jour elle avait aimé ne montra aucune reconnaissance. Au contraire, il arqua un sourcil comme quelqu'un cherchant à se rappeler un nom oublié. « Bonsoir », dit-elle d'une voix ferme. Alexandre cligna des yeux lentement. « Puis-je vous aider ? Je crois que nous ne nous connaissons pas. » Le commentaire fut tranchant, calculé pour l'humilier sans paraître cruel aux yeux des autres. Un sourire en coin sur les lèvres. Les invités regardaient, tantôt curieux, tantôt gênés. Sophie maintint son regard fixé sur lui, refusant de répondre par la colère. « Nous avons fait partie de la même histoire, Alexandre, » murmura-t-elle, juste pour qu'il entende. Il inclina le corps, comme s'il écoutait une mauvaise plaisanterie. « Je suis désolé, mais vous devez faire erreur. » Un murmure parcourut le salon. Léo, confus, s'approcha, tirant sur la robe de sa mère. « Maman, c'est l'homme de la photo ?» Le silence s'élargit comme une ombre sombre. Le visage d'Alexandre pâlit un instant, mais l'orgueil parla plus fort. Il rit, trop fort, trop théâtral. « Ah, quelle absurdité! Je ne sais pas où cette femme a été chercher de telles idées. » Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds, mais elle ne bougea pas. Plusieurs femmes chuchotaient près du buffet, pointant discrètement du doigt. L'un des collègues d'Alexandre commenta à voix haute. « Peut-être cherche-t-elle de l'attention, cela arrive toujours dans des fêtes comme celle-ci. » Des rires étouffés se répandirent dans la salle. Elle sentit son visage brûler, mais garda un regard serein. Elle prit la main de son fils et tenta de le guider vers la sortie, mais une voix féminine interrompit son pas. C'était Élise, la compagne actuelle d'Alexandre. Grande, élégante, maîtresse d'un sourire glacé comme l'hiver. « Quelle scène charmante !» dit-elle, tenant une coupe de champagne. « C'est pour cela qu'il faudrait mieux sélectionner les soirées de bienfaisance. N'importe qui croit pouvoir entrer. » Certaines personnes rirent, d'autres feignirent de ne pas entendre. Sophie inspira profondément. « Nous sommes ici pour donner tout comme vous, » répondit-elle, essayant de garder sa dignité. « Mon fils a apporté quelque chose de spécial. » Léo fit un pas en avant et tendit le cadeau. Élise l'observa avec un regard mêlé de mépris et de curiosité. « Comme c'est mignon !» murmura-t-elle. Elle posa sa coupe et prit le paquet, seulement pour rire aussitôt après. Un pantin de bois. Quelle douceur! Cela a dû coûter une fortune. Les rires résonnèrent. Cruel. Léo, sans comprendre l'ironie, sourit simplement. « C'est moi qui l'ai fait. » Alexandre regarda autour de lui, notant les réactions. Il devait contrôler la situation. Il posa la main sur l'épaule de la femme et dit assez fort pour que tous entendent. « Très gentil, mais peut-être que cette dame devrait chercher un autre endroit pour exhiber ses talents. Ici, c'est un événement de haut standing. » Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. « Et le cœur, Alexandre ?» demanda-t-elle à voix basse. « Vaut-il quelque chose, ici ?» Il détourna le regard. Les invités chuchotaient plus fort. Un serveur, essayant d'alléger la tension, retira le cadeau de la main d'Élise pour le poser sur une table. Mais le pantin glissa, tomba, et le bras en bois se brisa à l'impact. Léo regarda le jouet cassé et son sourire se désintégra. À cet instant, le salon entier sembla s'arrêter. Sophie s'agenouilla, ramassant les morceaux au sol avec des mains tremblantes. « Tout va bien, mon amour », chuchota-t-elle, essayant de cacher ses larmes. Léo l'étreignit. « Je peux en faire un autre pour lui », dit-il avec innocence. La phrase, pure et tranchante, traversa la salle comme un écho de honte. Alexandre observa la scène, la mâchoire crispée. En lui montait un malaise qui se confondait avec la culpabilité, mais l'orgueil le maintenait immobile comme une statue. Alors Élise se pencha et dit, d'un ton venimeux, « Si c'est si important pour toi, pourquoi ne le rapportes-tu pas à la menuiserie du village ? Ce n'est pas un endroit pour ces choses-là. » Ce fut la goutte d'eau. Sophie se releva lentement. Les larmes sèches marquaient son visage fatigué. Elle regarda Alexandre une dernière fois, sans haine, juste avec une vérité nue. « Tu as tout eu, mais tu as perdu l'essentiel. J'espère qu'un jour tu découvriras ce que cela signifie. »
Elle sortit avec Léo par la même porte par laquelle elle était entrée. Derrière elle, les commentaires recommencèrent. Rires étouffés, voix tentant d'effacer le malaise. Le pantin brisé resta sur le sol, oublié, comme un symbole de l'humanité corrompue par l'orgueil. Mais quand le couloir fut vide et que le son de la fête revint à la normale, Alexandre sentit un froid inexplicable parcourir son corps. Pour un instant, les mots de Sophie résonnèrent comme un rappel inconfortable. « Tu as perdu l'essentiel. » Dehors, le vent coupait l'air délicatement. Sophie marcha le long du trottoir couvert de lumière, essayant de respirer. Léo serrait fort sa main. « Maman, pourquoi ils ont ri de mon cadeau ?» La question arriva pure, désarmée. Elle déglutit difficilement. « Parce que certaines personnes n'ont pas encore appris ce qu'est Noël, mon amour. » Il regarda vers le ciel, où pointait une étoile. Il sourit, bien que triste. Mais le Père Noël ne rit pas de nous. Sophie sourit à son tour, et ce petit sourire suffit à rallumer une étincelle en elle. C'était de l'humiliation, oui, mais aussi un réveil. Pour la première fois, elle réalisa à quel point elle était devenue forte. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. L'amour qui la soutenait n'était pas celui d'Alexandre, c'était celui de Léo, l'amour le plus pur et le plus vrai de tous. Alors que la musique lointaine de la fête se mêlait au bruit du vent dans les arbres, elle fit une promesse silencieuse. Elle ne permettrait plus jamais que la cruauté des autres définisse sa valeur. Et, en regardant en arrière vers les fenêtres illuminées de l'hôtel particulier, elle ne ressentit pas de haine, seulement de la compassion. Alexandre pouvait avoir tout l'argent du monde, mais c'était elle qui possédait quelque chose qu'il ne comprendrait jamais, la paix. Même après tout ce qui s'était passé, quand Léo l'étreignit et dit « Joyeux Noël, maman », Sophie comprit que dans la vie, perdre n'est pas toujours le contraire de gagner. Parfois, c'est le début de la libération. En elle, une flamme se ralluma. Et cette flamme, bien que née de la douleur, ne s'éteindrait plus jamais. Et petite pause, raconte-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo. Sérieusement, je les lis tous et je réponds avec affection. Apprenons à mieux nous connaître. Cette même nuit, le salon se calmait peu à peu, mais l'image de la femme et de l'enfant humilié planait encore dans les regards de certains invités plus sensibles. Parmi eux se trouvait un homme nommé François, le conseiller fidèle de l'un des investisseurs présents à la fête. Il avait tout observé en silence, mais quelque chose en lui ne parvenait pas à accepter ce qu'il avait vu. Alors que l'élite riait, lui éprouvait du dégoût. Il connaissait Sophie de vue. Il se souvenait d'elle de l'époque où il participait à un projet social lié à l'école municipale où elle enseignait la musique. Discret, il s'approcha de la table où le pantin de bois brisé gisait encore, oublié et blessé comme la dignité même de cette femme. Il ramassa le morceau du jouet avec soin, sentant l'odeur du bois brut. Il y avait un message écrit à l'encre bleue, un peu bavé, « Pour l'homme que je crois encore exister ». François lut ces mots plusieurs fois, et soudainement tout prit sens. Le geste de l'enfant, le regard de la femme, la froideur de l'entrepreneur. Sans trop réfléchir, il se dirigea vers l'estrade, où Alexandre prononçait un discours, tentant de récupérer l'ambiance festive de la soirée. « Mesdames et messieurs, avant de conclure, Monsieur Valmont voudrait remercier pour une autre année de succès. » Le maître de cérémonie fut interrompu quand François monta les 3 marches de l'estrade. Le son du micro grésilla. Alexandre le regarda avec irritation. « Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou ?» Mais François maintint son regard ferme. Il souleva le pantin devant le public. Le bras pendait encore cassé, le cœur dessiné avec des traits simples, enfantins. Avant de continuer à trinquer, je crois que tout le monde devrait voir ceci. Ce cadeau a été fait par un enfant ce soir. Un enfant qui comprend peut-être le sens de Noël mieux que quiconque ici présent. Les voix cessèrent net. Tous observèrent le conseiller confus. Alexandre se raidit, serrant les bords du pupitre. « C'est ridicule. Je m'excuse pour cette interruption inopportune. »« Ridicule ?» répéta François, sa voix grave résonnant dans le salon. « Savez-vous ce qui est ridicule, monsieur Valmont, qu'un homme si célébré pour sa générosité soit incapable de reconnaître son propre sang ?» La phrase ricocha comme un coup de tonnerre.
Un murmure s'intensifia parmi les invités, et une série de regards choqués fut échangée. Alexandre tenta de se ressaisir. « C'est une calomnie absurde. Descendez de mon estrade. »« Vraiment ?» dit François, levant le mot avec le jouet. « Parce que c'est écrit ici, dans le paquet que l'enfant a offert, le même nom de famille que votre fils légitime, Léo Valmont. » Le silence immédiat fut presque suffocant. Alexandre fit un pas en avant, les mains glacées, le souffle court. « Ah, cela ne prouve rien. » François le fixa sans reculer. « Alors pourquoi le visage de cet enfant est-il votre miroir? Pourquoi êtes-vous resté muet quand il vous a appelé papa ?» Les invités échangeaient des regards incrédules. Certains chuchotaient, choqués, d'autres s'éloignaient discrètement, craignant d'assister à quelque chose de plus grand qu'un simple embarras. Élise, pâle comme un linge, se leva de sa chaise, essayant de tirer Alexandre par le bras. « Partons, il n'est pas nécessaire de s'abaisser à ce niveau. » Mais il était déjà trop tard. Les mots avaient été dits, les masques étaient tombés. Le maître de cérémonie baissa discrètement le micro, et la sécurité à la porte hésita sur la marche à suivre. Alexandre sentait son cœur lourd, battant au rythme de la honte. « Je ne dois d'explications sur ma vie privée à personne. » « Vous avez raison, » répondit François, plus calme désormais. « Mais vous devez une explication à l'enfant qui vous a pardonné, sans même savoir ce que signifiait être rejeté. Et vous devez le respect à la femme qui vient d'être humiliée dans ce même salon, qui vous applaudit. » La dernière phrase démonta ce qui restait de l'orgueil collectif. Un silence sépulcral tomba sur la fête. Aucun des invités n'osa plus rire. Certains hommes en smoking regardèrent le sol, embarrassés, tandis que les femmes échangeaient des regards mal à l'aise. Au fond, tous savaient, le public n'ignore pas la vérité, il feint seulement de ne pas la voir. Alexandre voulait hurler, se défendre, mais les mots mouraient dans sa gorge. Soudainement, il se sentit petit au centre de son propre empire, dépouillé de tout respect. L'image de la femme s'agenouillant pour ramasser le jouet cassé le poursuivait. Sans dire un mot, il descendit de l'estrade. Le son de ses pas résonnait entre le tintement des verres et le poids de la honte. Au fond de la salle, François posa le jouet sur une table près du sapin de Noël et dit à l'assemblée « Certains cadeaux valent plus que l'or. Celui-ci a la valeur que votre argent ne pourra jamais acheter. » L'espoir. La musique cessa complètement. Aucune parole supplémentaire ne fut prononcée. Et quand Alexandre sortit dans le jardin en cherchant à reprendre son souffle, il remarqua les étoiles reflétées sur le bassin. Les mêmes étoiles que Sophie et Léo observaient à quelques mètres de là, assis dans leur vieille voiture, prêts à partir. Il vit la voiture à travers la grille et sans réfléchir, il courut. Son cœur pulsait à un rythme qu'il ne connaissait plus depuis des années. Sophie le remarqua s'approcher dans le rétroviseur et resta immobile. Léo, sur la banquette arrière, jouait silencieusement avec le cordon de son manteau. Alexandre frappa à la vitre. Elle mit quelques secondes avant de la baisser. « Qu'es-tu venu chercher ?» demanda-t-elle, sans rancœur, mais avec une profonde lassitude. Il hésita. « Je veux juste comprendre. » Comprendre quoi? Comment il a été possible de laisser une vie et de faire comme si elle n'avait jamais existé? Les mots touchèrent leur cible. Il tenta de répondre, mais sa propre voix faillit. Tout ce qu'il réussit à dire fut « J'étais un autre homme ». Sophie émit un rire amer mais contenu. « Tu as toujours été le même, Alexandre. C'est moi qui ai trop cru au masque. » Le vent souffla, faisant tomber un petit papier rouge de ses mains. C'était le mot qui accompagnait le cadeau de Léo. Alexandre le saisit instinctivement et lut à voix haute « Pour l'homme que je crois encore exister ». Ses yeux s'humidifièrent, sans qu'il parvienne à le cacher. Il regarda Sophie puis l'enfant. « Lui, c'est vraiment mon fils ? Tu n'as pas besoin de le demander, il suffit de le regarder. » Alexandre baissa les yeux sur Léo, qui l'observait avec un mélange de curiosité et d'innocence. Pour la première fois depuis des années, le millionnaire se sentit fragile, humain, vulnérable. La montre coûteuse pesait à son poignet plus que jamais, symbole d'une vie bâtie sur la vanité. « Je peux lui parler ?» demanda-t-il presque en chuchotant. Sophie acquiesça lentement, mais son regard était prudent. Alexandre s'accroupit, cherchant à trouver les mots justes.
Salut, Léo, tu sais qui je suis. L'enfant l'observa et répondit avec le naturel de ceux qui ne portent pas de rancune. L'homme au cadeau cassé. Alexandre déglutit péniblement. C'est exact, et je suis désolé de l'avoir laissé tomber. Ce n'est pas grave. Maman a dit que l'important, c'est le cœur. Cette phrase simple lui traversa la poitrine comme un coup physique. Les larmes arrivèrent, mais elles n'étaient pas seulement de culpabilité, elles étaient de reconnaissance. Il voyait enfin ce qu'il avait perdu. Le son lointain de la fête qui reprenait timidement se mêlait au chant du vent. Les lumières colorées se reflétaient sur leurs visages. Et pour la première fois, Alexandre ne voulait pas retourner dans le salon. Il voulait rester là, où la vérité le dépouillait de son orgueil. « Sophie, j'ai besoin de réparer tout ça. » Elle le fixa calmement. Parfois, ce qui se brise ne redevient jamais pareil. Mais cela peut encore servir à enseigner quelque chose à quelqu'un. Les lumières de l'hôtel particulier semblaient plus faibles désormais. Le vent portait l'odeur du pain et du regret. Alexandre comprit que le vrai Noël n'était pas là-dedans, entre rires et champagne. Il était ici, dans la simplicité d'une voiture utilitaire, dans la pureté d'un geste, dans le courage d'une femme. Et quand elle démarra, il resta simplement immobile, regardant la voiture s'éloigner vers la nuit parisienne. Pour la première fois, Alexandre ne savait pas ce qu'il allait faire, mais il savait qu'il ne pouvait plus continuer à être le même homme. Le lendemain, Paris se réveilla avec une nouvelle qui courait entre les colonnes de potins et les murmures dans les cafés chics. Le millionnaire Alexandre Valmont avait annulé ses engagements et clôturé l'événement le plus influent de l'année sans explication. Beaucoup se demandèrent pourquoi, mais peu savaient qu'à cette aube naissait quelque chose que même l'argent ne pouvait acheter. Le vrai remords. Alexandre passa une nuit blanche. Il arpenta la maison vide, les échos de la fête résonnant encore dans les couloirs déserts. Il prit le minuscule morceau du jouet que François lui avait remis avant de partir et le posa sur la table en acajou. Il passa des heures à le regarder, essayant de comprendre comment une chose si simple pouvait porter un poids si lourd. Vers 3 heures du matin, il prit une décision. Il chercherait Sophie. Non pour blanchir son nom ou soulager sa culpabilité, mais pour faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Écoutez. Les jours suivirent, et il chercha un moyen de s'approcher. Il chercha l'ancienne adresse, demanda discrètement de ses nouvelles parmi de vieilles connaissances. Personne ne savait où elle vivait maintenant, sauf François, qui le rencontra par hasard et, après quelques hésitations, lui donna une carte de visite. Une école communautaire en banlieue. « Elle n'a pas besoin de ton aide, mais peut-être as-tu encore besoin de paix, » lui dit-il. Alexandre arriva à la petite école par un après-midi pluvieux. La façade simple et un peu défraîchie contrastait avec les immeubles haussmanniens qu'il avait l'habitude de fréquenter. Des enfants couraient, riaient, jouaient d'instruments improvisés. Et là se tenait Sophie, assise au piano qu'elle avait réussi à récupérer, un modèle d'occasion, mais accordé par l'espoir. Elle le vit entrer. Pour un instant, les deux se mesurèrent en silence. Tout le passé semblait condensé dans ce moment. L'amour, la culpabilité, le temps perdu. Alexandre fit un pas en avant, sortit de sa poche le pantin réparé. Il avait collé les morceaux lui-même de ses mains. Il le posa sur le piano et dit « Je peux encore apprendre ce que signifie réparer les choses, pour de vrai. » Sophie le regarda longuement, et la douleur dans ses yeux laissa place à quelque chose de plus doux. Le temps n'efface pas ce qui a été fait, mais il accorde parfois une chance de réécrire la fin. Le bruit de la pluie battant sur le toit de l'école se mêlait à l'écho suave des touches du piano. Sophie hésitait avant de jouer, craignant que le passé ne revienne briser ce qui lui avait coûté tant à reconstruire. Alexandre restait devant elle, son manteau mouillé, le pantin réparé entre les mains, les yeux brillants et le cœur lourd. La pluie le lavait à l'extérieur, mais les larmes qui coulaient à l'intérieur, personne ne pouvait les voir. Léo, curieux, observait depuis un coin, essayant de comprendre pourquoi cet homme, toujours entouré de richesses et d'orgueil, semblait maintenant si petit, si humain. « Pourquoi es-tu revenu, Alexandre » demanda Sophie d'une voix sereine, bien que blessée. Il ne répondit pas tout de suite.
Il s'assit sur un banc en bois sombre, regarda autour de lui, les dessins d'enfants au mur, la simplicité, la joie véritable imprimée dans chaque couleur. Parce que j'ai compris que tout ce que j'ai conquis a été construit sur un vide. Je croyais que le succès était synonyme de paix, mais le silence de ma maison me rendait sourd. Sophie resta debout, comme si tout rapprochement pouvait faire s'effondrer les quelques murs qui la protégeaient encore. Tu as choisi de partir quand j'avais le plus besoin de toi. Je sais, murmura-t-il, les yeux baissés, et aucune excuse ne défera ce que j'ai fait. Mais pendant 5 ans, je me suis réveillé sans savoir qui j'étais. Parfois, je pensais avoir gagné, jusqu'à ce que je me souvienne que j'avais laissé derrière moi les 2 seules personnes qui auraient pu m'enseigner ce que signifie vraiment gagner. Le vent souffla à travers les fenêtres entr'ouvertes, apportant l'odeur de la terre mouillée. Sophie ferma les yeux et écouta la sincérité brisée dans chaque mot. Ce n'était pas un repentir joué, c'était une confession. Léo s'approcha et serra les mains de sa mère. « Maman, il n'est pas triste ?» Elle se baissa vers l'enfant, lui caressant les cheveux. « Parfois, les gens mettent du temps à comprendre que ce qui compte ne s'achète pas, trésor. » Alexandre prit une profonde inspiration. « Tu me l'as enseigné et je n'ai pas écouté. J'ai fui parce que l'amour m'a fait voir que je n'étais pas l'homme que je prétendais être. Mais j'ai vu la façon dont tu m'as regardé ce soir-là, à la fête, et j'ai compris qu'il y avait encore quelque chose en moi qui valait la peine d'être réparé. » Sophie soupira. Une partie d'elle voulait y croire. Une autre partie tremblait. « Et qu'attends-tu de moi maintenant? Que tout redevienne comme avant? Que j'oublie les larmes, les peurs, les portes fermées en hiver parce que tu avais décidé que tu ne voulais pas d'un fils? »« Non, » répondit-il avec fermeté. « Je ne veux pas que tu oublies quoi que ce soit. Je veux que tu vois que j'ai appris. Je veux être présent, même si tu ne m'acceptes pas. Je veux faire partie de sa vie, même de loin. Je veux juste un endroit où je puisse mériter le pardon. » L'enfant regarda le pantin sur le piano et sourit. « Maman, il l'a réparé. » Sophie observa le jouet, le même qui était tombé et s'était brisé devant des témoins indifférents. Il était maintenant entier à nouveau, le bras recollé, le cœur redessiné. Il y avait des imperfections, la colle était visible, mais c'était justement cela qui le rendait vrai. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle, encore réticente. Alexandre hocha la tête. « Je n'ai pas dormi tant que je n'avais pas fini. Et j'ai compris que recoller un jouet était plus difficile que de conclure un contrat millionnaire, parce que chaque fissure me rappelait à quel point je vous ai brisé. » Le silence se répandit, profond et rédempteur. Sophie ne voulait pas pleurer, mais les larmes vinrent, non de douleur, mais de reconnaissance. Cet homme brisé devant elle n'était plus le même. L'orgueil avait été arraché avec le luxe qui le soutenait auparavant. Il ne restait que la vérité. « Léo, » dit-elle à voix basse, « va finir ton dessin, chérie. » L'enfant courut vers l'un des pupitres, fredonnant une chansonnette. Alexandre fit un pas en avant. « Je ne demande pas que tu reviennes vers moi. Je demande juste une chance de faire la chose juste, d'être proche de vous, d'une manière qui ne blesse plus. » Sophie le regarda longuement. Une partie d'elle désirait le chasser pour qu'il ne revienne jamais plus. Une autre partie, celle qui survivait grâce à l'espoir, reconnaissait le poids sacré du pardon. « Que ferais-tu pour lui, Alexandre ?»« Tout, » répondit-il sans hésiter. « Mais pas pour soulager ma faute, par amour, parce qu'il est la meilleure part de moi. » Elle ferma les yeux et quand elle les rouvrit, elle vit le reflet du changement. L'homme qui auparavant fuyait les responsabilités était maintenant prêt à les affronter. Et ce fut alors que le miracle de Noël commença à se produire. Pas un miracle surnaturel, mais le genre qui naît dans l'intimité humaine quand l'orgueil laisse place à l'humilité. Les jours suivants s'écoulèrent, lents et pleins de nouvelles significations. Alexandre insistait pour être présent. Il réparait des jouets à l'école, aidait aux travaux d'entretien, nettoyait le sol, des choses qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Sophie observait tout sans interférer, testant silencieusement sa persévérance. Léo le cherchait du regard, curieux, l'appelant parfois seulement « monsieur », mais peu à peu le sourire entre eux commença à construire de petits ponts de tendresse, jusqu'à ce qu'arrive la veille du Noël suivant.
L'école avait organisé un spectacle avec les enfants et Sophie dirigeait la chorale. Le salon simple avait été décoré avec des ornements en papier et des rubans colorés. Alexandre, vêtu modestement, s'assit au dernier rang sans annoncer sa présence. Entre ses mains, il serrait une petite boîte avec un ruban doré, un cadeau pour son fils. Les lumières baissèrent et le son du piano résonna. Sophie entama la chanson, sa voix douce guidant les enfants qui chantaient l'amour et la renaissance. Et puis, il se passa quelque chose d'inattendu. Au milieu de la musique, Léo marcha jusqu'au centre de la scène avec le micro entre les mains et annonça « Je veux appeler quelqu'un pour chanter avec moi ». Tout le monde regarda autour. Alexandre se leva sans savoir quoi faire, mais Léo tendit le bras, souriant. « Lui, l'homme qui a réparé mon pantin ». Le public, touché par l'innocence du geste, commença à applaudir. Alexandre marcha lentement jusqu'à la scène, le cœur battant à tout rompre. Sophie, surprise, recula d'un pas, mais Léo prit les mains des deux adultes et les unit. « Maintenant, chantez avec moi ». Il ferma les yeux et commença à entonner la même chanson que Sophie lui apprenait toujours avant de dormir. Alexandre, au début, chuchotait à peine. Puis, sa voix trouva du courage et se mêla à la sienne. 3 voix, mère, père et fils, remplirent l'espace avec une harmonie imparfaite, mais bouleversante. Il y avait là quelque chose qu'aucune foule moqueuse n'aurait jamais pu effacer, la rédemption. Quand la musique finit, personne ne bougea pendant quelques secondes. Beaucoup pleuraient en silence, sentant la gravité de l'instant. Sophie essuya ses larmes et, sans s'en rendre compte, serra la main d'Alexandre. Léo sourit sans comprendre complètement la portée du moment, mais reconnaissant que, d'une certaine manière, Noël, cette fois, était différent. Après le spectacle, les gens sortirent, laissant le salon enveloppé dans une lumière tamisée. Sophie et Alexandre restèrent un peu, écoutant seulement le son lointain de la pluie qui recommençait dehors. Il la regarda et dit « Je ne veux rien forcer, mais je voulais te remercier de m'avoir permis de m'approcher, même après tout. »« Je ne l'ai pas fait pour toi, » répondit-elle tranquille. « Je l'ai fait pour lui, et peut-être un peu pour moi. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie ne pas laisser la douleur commander notre vie. » Alexandre baissa la tête. « C'est déjà plus que ce que je méritais. Il ne s'agit pas de mériter, Alexandre. Il s'agit de changer ce qui peut encore être changé. » L'enfant courut vers eux avec le dessin fini et le remit aux deux. Sur le papier, il y avait une famille de 3 personnes devant un arbre. Et au-dessus d'eux, en lettres colorées, on lisait « Maintenant, le cœur est entier ». Sophie l'étreignit et en regardant Alexandre, elle comprit que quelque chose en elle trouvait enfin la paix. Ce n'était pas un nouveau départ romantique de film, mais un nouveau départ humain. Le genre qui guérit parce qu'il accepte que le passé ne change pas, mais que le futur peut être réécrit. Alexandre s'agenouilla près d'eux, sentant la chaleur d'une étreinte qui ne s'achetait pas, n'exigeait pas, mais acceptait simplement. Dehors, les cloches des églises de Paris sonnèrent. Et dans ce petit salon, le son résonna comme s'il annonçait enfin le vrai sens de Noël, la possibilité de se transformer, même après avoir tant erré. Les jours suivants, le monde sembla plus léger. Alexandre continua de visiter l'école, aidant là où il pouvait et peu à peu se rapprochant de Léo. Il n'y avait pas de glamour, ni de témoins sophistiqués, juste du travail, de l'effort et des leçons quotidiennes. Il apprit à échanger les réunions d'affaires pour des conversations simples, les toasts pour des goûters scolaires, l'ego pour la gratitude. Sophie le voyait changer sans promesse vide. Chaque geste parlait plus que les discours. La méfiance initiale était remplacée par quelque chose de renouvelé, le respect. Mais le véritable point culminant survint lors d'un après-midi quelconque, quand Léo, jouant dans la cour, trébucha et tomba. Alexandre courut instinctivement, le souleva et le tint serré. L'enfant, pleurant encore, dit entre les sanglots « Merci, papa ». Alexandre se figea. Le mot résonna en lui plus fort que n'importe quel applaudissement reçu dans sa carrière, plus précieux que n'importe quel patrimoine. Pour la première fois, il se sentit digne d'être appelé ainsi. Sophie vit la scène de loin, les larmes coulant silencieusement. À ce moment,
Elle sut que, d'une certaine manière, le cycle se refermait. Pas de façon parfaite, mais de façon sincère. La vie les avait unis à nouveau, non comme une récompense, mais comme un chemin partagé. Et ce fut alors qu'elle comprit, le pardon n'efface pas ce que l'on a vécu, mais donne un sens à ce que l'on vivra encore. Le pantin de bois reposait sur le piano de l'école, désormais entier, symbole que certaines choses, quand elles sont réparées avec amour, acquièrent encore plus de valeur qu'avant de se briser. C'est ainsi que se terminait ce Noël, sans luxe, sans public, mais avec la plus rare des richesses, la rédemption partagée. Le matin suivant, ce Noël semblait différent. Le ciel de Paris, limpide et d'un bleu froid, reflétait l'éclat suave des décorations sur la petite place en face de l'école. Sophie se réveilla tôt, préparant le café pendant que Léo dormait, un léger sourire sur le visage, tranquille comme elle ne l'avait pas vu depuis longtemps. Pour la première fois depuis des années, elle ne sentait pas le poids de la solitude en ouvrant les yeux. Il y avait quelque chose de nouveau dans l'air, pas un bonheur explosif, mais une paix silencieuse, conquise au prix du courage et du pardon. Alors qu'elle versait le café, elle pensa à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. L'humiliation, la révélation, le changement inattendu. Son cœur, tant de fois blessé, battait maintenant d'une façon différente. Elle avait appris que le vrai pardon n'est pas un cadeau pour celui qui a fauté, mais une libération pour celui qui a souffert. Quand elle avait pardonné à Alexandre, même sans dire le mot à voix haute, elle comprit qu'elle ne le faisait pas pour lui, mais pour elle-même. Elle avait réussi à se guérir de quelque chose qu'elle portait en elle depuis 5 longues années. Alexandre, d'autre part, se réveillait lui aussitôt, mais avec un poids opposé, celui de la conscience. Il avait passé la nuit à fixer le plafond, revoyant dans son esprit toutes les fois où il avait choisi le silence au lieu de l'amour, l'orgueil au lieu de la vérité. L'homme d'avant était une ombre, quelqu'un guidé par la peur de paraître faible. En ce matin glacial, en regardant l'aube sur les toits de la ville, il comprit enfin, la force n'était pas de dominer le monde, mais de dompter son propre ego. Plus tard, il se rendit à l'école avec un carnet à la main. Sophie le vit arriver et, sans rien dire, ouvrit la porte. « J'ai oublié de te remercier pour le concert au piano », dit-elle, essayant de briser la glace. Alexandre sourit, humble. « J'ai oublié de te remercier de m'avoir laissé réparer quelque chose de plus important qu'un piano. » Les jours suivants devinrent une suite de petits gestes qui valaient plus que n'importe quel discours. Alexandre aidait à repeindre les classes, nettoyait les vitres, faisait des réparations de plomberie. Sophie observait. Chaque action prouvait qu'il y avait là un homme différent, non le séducteur ni le millionnaire, mais un être humain qui avait appris à regarder l'autre dans les yeux. Le respect qui naissait n'était pas fait de promesses, mais de constance. Un samedi, pendant une récréation, Léo tomba et s'écorcha le genou. Il pleura fort, mais avant que Sophie ne puisse s'approcher, Alexandre le tenait déjà, nettoyant la plaie et souriant de manière rassurante. « Tout va bien, champion, même les héros saignent parfois. » L'enfant rit entre ses sanglots et étreignit son père avec force. Sophie assista à la scène et comprit que cette étreinte était plus puissante que 1000 excuses prononcées. Chaque jour, quelque chose en elle s'adoucissait. Non parce qu'elle oubliait le passé, mais parce que la vie prouvait que l'amour vrai résiste aussi au temps. Parfois, elle regardait le pantin de bois sur le piano et souriait. Ce petit objet, fait avec tant d'affection et cassé avec tant de négligence, était devenu le portrait de leur vie. Imparfait, raccommodé, mais entier à nouveau. Avec le passage des semaines, la routine se transforma. Alexandre commença à utiliser son nom et son influence, non pour se vanter, mais pour investir dans l'école et dans des projets caritatifs pour le quartier. Il créa une fondation à la mémoire de toutes les femmes qui luttaient seules, comme Sophie avait lutté. Pour la première fois, sa richesse servait à quelque chose qui lui rendait son âme. Un soir, alors qu'elle fermait les grilles de l'école, Sophie le trouva assis sur les marches, regardant les étoiles dans le ciel d'hiver. Elle s'assit à côté de lui. « Parfois, je pense encore à tout ce que nous avons perdu, dit-elle, regardant en haut. Mais en même temps,
Je comprends que si rien de tout cela n'était arrivé, peut-être n'aurions-nous jamais appris ce qu'était vraiment aimer. Alexandre l'écouta en silence. Je voudrais pouvoir revenir en arrière dans le temps, mais peut-être que le temps devait passer pour m'enseigner la valeur de ce que j'ai perdu. Sophie sourit doucement. L'important, c'est que tu aies appris. Il se tourna vers elle. M'as-tu pardonné? Elle resta silencieuse quelques secondes, puis répondit. Le pardon n'est pas un moment, Alexandre. C'est un choix que nous renouvelons chaque jour. Et aujourd'hui, oui, je choisis de pardonner. Alexandre sentit une larme tomber. Elle avait fait ce qu'il croyait impossible. Elle lui avait donné la possibilité de se racheter. Et à cet instant, le vent léger qui passa entre eux ne semblait pas seulement le souffle de la nuit, mais le signal d'un nouveau départ. En rentrant, Sophie éteignit les lumières et resta quelque temps à observer son fils dormir. Sur la table de nuit, le pantin de bois reflétait la lumière ténue des étoiles. Elle le toucha avec délicatesse, chuchotant « Maintenant, oui, notre cœur est entier ». L'année passa, et quand Noël arriva de nouveau, tout autour semblait différent. La petite école s'était transformée en un centre communautaire coloré, plein de rires et de musique. Sophie coordonnait les élèves, tandis qu'Alexandre gérait discrètement les ressources sans jamais chercher les projecteurs. Les gens du quartier le voyaient avec un respect sincère. Non pour l'argent, mais pour sa présence constante. Léo avait grandi heureux, curieux et généreux. Il avait hérité du regard de sa mère et du sourire de son père. Il apprenait la musique, aidait aux devoirs et parlait avec fierté de mon école, parce que c'était ainsi qu'il la voyait. Une maison pour tous. Ce Noël-là, les enfants mirent en scène une pièce sur l'importance du pardon. Léo interprétait un garçon qui retrouve son père après de nombreuses années. Le public s'émouvait, surtout quand Alexandre, dans la salle, ne parvenait pas à retenir ses larmes. Quand le fils termina la réplique principale, il regarda son père et sourit. Comme si le texte de la pièce était en réalité la suite de leur propre histoire. À la fin de la représentation, Sophie monta sur scène pour remercier. Il y a 1 an, je pensais que mon destin était de survivre. Aujourd'hui, je comprends que je suis venu ici pour vivre vraiment et enseigner la même chose à mes élèves. Il n'existe pas d'erreur que l'amour ne puisse transformer. Parfois la vie nous brise, mais c'est seulement pour prouver que même les morceaux ont de la valeur. L'applaudissement fut long, sincère, presque une prière collective. Alexandre se leva discrètement et mit sur le piano un nouveau cadeau emballé, avec le nom de Léo. À l'intérieur, il y avait une petite montre avec une gravure, pour le temps qu'il nous reste. Ensuite, il retrouva Sophie dans les coulisses. Elle le regarda et sourit sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Le pardon complète là où les mots n'arrivent pas. Et c'est ainsi que, entre rire, larmes et l'éclat des lumières de Noël, tous deux comprirent que c'était là le vrai miracle, non les retrouvailles, ni la rédemption, mais l'apprentissage. Au bilan de cette nuit, Sophie marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la cour. Le vent soulevait des flocons légers et le son lointain d'enfants qui jouaient résonnait comme des cloches. Elle respira à fond et sourit. Elle avait appris que la vie trouve toujours un moyen de recommencer et que l'amour, quand il est vrai, n'a pas besoin d'applaudissements. Il suffit qu'il existe. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment maintenant pour respirer à fond et penser à tout ce qui compte vraiment. Combien de fois dans la frénésie de chaque jour, oublions-nous que la vraie valeur des personnes ne réside pas dans ce qu'elles possèdent, mais dans ce qu'elles sont. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui porte une histoire semblable à celle de Sophie et Alexandre. Quelqu'un qui lutte en silence, qui a été jugé, qui ressent le manque d'une seconde chance. Partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, un simple message d'espoir est tout ce dont nous avons besoin pour rallumer la flamme en nous. Maintenant, regardez en vous et demandez-vous qui a besoin d'entendre un « je te pardonne » ou un « je crois encore en toi ». Noël est le temps de la réconciliation, mais le pardon est un cadeau qui peut être remis n'importe quel jour de l'année. Si cette histoire vous a fait sourire, pleurer ou réfléchir, laissez ici dans les commentaires la phrase « L'amour trouve toujours le chemin ».
Ainsi, nous saurons que, d'une certaine manière, elle vous a aussi touché. Écrivez dans les commentaires ce qui vous a le plus ému. Est-ce la force de Sophie, le repentir d'Alexandre ou la pureté de Léo qui vous a marqué? Nous voulons lire votre opinion, vos histoires et vos souvenirs. Notre espace ici n'est pas seulement fait de vidéos, c'est une communauté qui croit au pouvoir de l'amour, de la compassion et de la vérité. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, profitez-en pour nous rejoindre. Activez les notifications et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune des histoires émouvantes que nous partageons chaque semaine. Chaque vidéo est faite avec le cœur pour inspirer, consoler et rappeler que, derrière chaque larme, il y a encore de l'espoir. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se rappeler que recommencer est possible. Un ami qui se sent perdu, un membre de la famille éloigné, ou même cette personne que vous voudriez pardonner, mais pour laquelle vous n'avez pas encore trouvé le courage. Faites de ce simple acte un symbole de changement, parce que des histoires comme celle-ci n'ont de sens que lorsqu'elles en inspirent de nouvelles. Et rappelez-vous, à la fin, il ne s'agit pas d'argent, de succès ou d'apparence. Il s'agit de l'amour que nous laissons dans le monde. Commentez, partagez et diffusez ce message. Au fond, quand la bonté circule, elle revient toujours. Écrivez « Je crois en l'amour vrai » et faites partie de cette chaîne de lumière et d'espoir.